était une fois un rêve. Rêve du ciel, du vol sans entrave, des voyages à travers le monde. Et nous l'avons réalisé. Mais à quel prix? Nos rêves sont devenus nos objectifs. Nos intentions sont devenues nos projets. Nos idées ont été transformées en feuilles de route et en technologie de production. Notre trajectoire a été tracée pour les années à venir. Conception et construction. Composants et matériaux. Prototypes et essais. Pas à pas, nous allons du rêve au résultat. Nous vous invitons à suivre ce chemin avec nous. Solar Group présente le projet des dirigeables de nouvelle génération. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faisons-le ensemble. Bonjour à tous les amis, vous êtes de retour sur le projet Dirigeable de nouvelle génération. Un nouvel épisode, un webinaire avec Fiodor. Cela fait longtemps que nous n'avons pas donné de nouvelles, que nous ne nous sommes pas vus, et aujourd'hui, nous allons partager quelques actualités. Bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on a même raté le dernier webinaire. Oui, nous avions la visite d'investisseurs d'Afrique. Oui, Gilles Weber est venu, il s'est rendu sur le site, et nous avons montré à lui et aux étrangers comment le dirigeable vole. Et du coup, ça fait un mois, comme si on n'avait pas été à l'antenne pendant un mois. Oui, il faut se rappeler ce qui s'est passé. Désolé, aujourd'hui c'est un peu improvisé. Bon, on va sans doute commencer par ce qu'il y a de plus actuel et intéressant. Non, remettons ce qui est actuel et intéressant à plus tard, parce qu'en général les gens se connectent pendant la première demi-heure. Je voudrais d'abord me rappeler ce qui s'est passé depuis le dernier webinaire, de quoi on a parlé, de quoi on a discuté et ce qui s'est passé depuis. À part Gilles, personne d'autre n'est venu chez nous. Nous avons des visites régulières d'investisseurs que nous organisions chaque vendredi. Combien en avons-nous déjà fait? 4 ou 5, je pense. 4 ou 5 ont justement eu lieu. Les amis, nous avons organisé des visites pour les investisseurs et tous ceux qui étaient intéressés. Peut-être que vous y étiez? Si vous n'y étiez pas, vous pourrez bientôt y retourner après une petite pause. En gros, on emmenait les gens en groupe à l'aérodrome, on leur montrait comment le dirigeable vole, comment il manœuvre, on répondait à toutes les questions. C'était aussi très utile pour nous. C'était aussi une sortie pour beaucoup de ceux qui y allaient en tant qu'invités. Il y a eu des moments amusants, comme dans les commentaires, les invités disaient « Waouh, il est vrai, il est grand, une petite machine qui ressemble à un jouet. » En fait, oui, nous-mêmes, à force de regarder ces vols presque tous les jours, on finit par ne plus y prêter attention. Mais quand une nouvelle personne ou un groupe arrive, quand des enfants viennent et regardent tout ça. Leurs regards émerveillés, ça motive vraiment. Beaucoup ont fait remarquer que, en vrai, il semble beaucoup plus agile et manœuvrable, alors qu'en vidéo, il paraît moins, disons, dynamique. Oui, c'est tout à fait possible. La dernière fois, avec un vent fort, il était vraiment très maniable. Honnêtement, même moi, j'étais surpris. Et en fait, les compétences de l'opérateur, ainsi que tous les algorithmes, s'affinent petit à petit, ils deviennent meilleurs. Et, par exemple, Dima, maintenant, quand il vole en mode manuel, il comprend les bases du pilotage que les ingénieurs essayaient de lui transmettre auparavant. Qu'il ne faut pas lutter contre le vent, il faut l'utiliser. Oui, en gros, comme le dit Dima, on surfe sur le vent et tout ça paraît vraiment très dynamique, en fait. Le 7 août, ça fait un an pour nous. Je me souviens plus, le dernier webinaire, c'était quand? Il me semble que c'est à ce moment-là qu'on a eu, oui, un webinaire consacré justement à cette année écoulée, à ce qui s'est passé, à ce qui a changé. Ah oui, c'est moi qui faisais le bilan, juste avant le 7 août, il y avait un webinaire conférence. Et le 7, c'était justement symbolique,
car c'est à cette date qu'a eu lieu la toute première visite officielle des investisseurs et des partenaires. On avait justement calé ça pour ce jour-là. Oui, c'est vrai. Bref, concernant les essais de la Nova 01, la première phase des tests est terminée. Tous les systèmes fonctionnent. C'est ce que vous avez pu lire dans le dernier post, si vous l'avez lu, sinon je peux vous le rappeler. Le fait est que, dans l'ensemble, le système de gestion de bord fonctionne déjà sans aucune défaillance, tout marche parfaitement, le nombre d'heures de vol sur tous les systèmes est conforme, rien ne s'éteint, ne surchauffe, ni ne passe en mode de protection. Le dirigeable réagit correctement, conformément à toutes les commandes envoyées depuis le sol. Nous l'allumons et l'éteignons également à distance, lorsque nous sommes au bureau et qu'il se trouve dans le hangar. Toutes les caméras vidéo, toutes les données, tout est empaqueté et arrive sur le serveur, tout cela, les paquets arrivent sans erreur, en fait. Le système de gestion fonctionne, les algorithmes, le pilote automatique, c'est-à-dire la gestion en mode automatique, toutes les connexions avec les systèmes de bord sont désormais totalement opérationnelles. Le pilotage à distance depuis le bureau, tout est aussi bien réglé, tout fonctionne. Ce sont des essais mécaniques assez bruts, si on peut dire, enfin, je ne sais pas trop comment appeler ça. C'est pareil pour le flugage, par exemple. Le flugage autour du point d'amarrage inférieur. Tous les dirigeables fluguent par le nez, dans tous les cas. Le flugage autour du point d'amarrage inférieur, c'est une tâche avec une étoile, car ici il y a un facteur supplémentaire qui entre en jeu. Si on tient par le nez, le dirigeable est amené, le vent souffle, il se tourne calmement comme une girouette. Si on tient par le bas, le vent souffle de côté, là il y a aussi un moment de flexion qui apparaît, le dirigeable essaie de se renverser. Le bras de levier est plus court. Ici, il apparaît simplement un bras supplémentaire qui n'existe pas quand ton point de fixation se trouve sur l'axe. Là, il est en dessous. En gros, il y a des moments de flexion importants, la serrure est très sollicitée, donc le train d'atterrissage est large. En somme, le schéma de principe même du Nova 01 a justement été mis au point maintenant, nous l'avions installé. Sur la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais il me semble qu'il n'y a pas vraiment eu de vidéo de qualité consacrée précisément à ce système, elle n'a pas été publiée. Là-bas, il y a une tige d'environ 25 cm qui sort du sol, un axe d'environ 3 cm et demi de diamètre avec un embout au sommet. Et il y a une serrure, comme une fourche, avec un dispositif qui s'accroche à cette tige. Elle se referme automatiquement et le maintient en place. Ensuite, on peut soit le détacher manuellement, soit tirer dessus avec un servomoteur. Il s'ouvrira et partira. En gros, cette serrure s'accrochait à cette tige. Et nous testions en général le flottement dans différentes conditions de vent. C'était justement ça qu'il était très important de vérifier. Il y avait une vitesse minimale du vent à partir de laquelle il commençait à flotter, et une vitesse maximale au-delà de laquelle il ne fallait pas le faire. Il fallait donc vérifier, comparer, par exemple, le dirigeable est positionné sous un certain angle, le vent souffle à une certaine vitesse. Et quelle est sa vitesse radiale de rotation à ce moment-là? Autour de ce point inférieur, quelles sont les charges? Tout cela était très important pour poursuivre la conception du train d'atterrissage du dirigeable Nova 2 et de son verrou d'amarrage. Premièrement, il ne flottera pas du tout, il ne se tordra pas. Toutes les fixations, les trains d'atterrissage, etc. étaient spécialement conçus, comment dire, simplifiés et allégés. En gros, il y a un cas de calcul où elle va forcément casser, en quelque sorte. Et si la charge dépassait celle prévue par le calcul, une partie de la structure porteuse se serait brisée, enfin, disons, les rivets auraient sauté. Nous comprenions, par exemple, que les charges dépassaient les valeurs calculées. Lors du flicage, cela ne s'est pas produit, et c'est une bonne chose. Et maintenant, justement après ce moment-là, nous avons poursuivi les travaux de conception du train d'atterrissage du nouveau dirigeable 2 et de son verrou d'amarrage. Et oui, il fliquait. Tous les cas de calcul ont correspondu, tout est parfait. Le travail continue. Il y avait aussi des questions concernant la dynamique de l'appareil. Par exemple, avec des déviations maximales des gouvernes, quels sont ses rayons de virage minimaux, sa vitesse de montée, son angle d'ascension maximale. Mais tout cela concerne les gouvernes aérodynamiques. Là aussi, tout a été consigné, tout correspond, tout est parfait. La Nova 2 sera rapide, tournera autour du point bas. Et sur la Nova 2,
Y aura-t-il aussi 2 points d'amarrage ou allons-nous nous arrêter sur une seule option? Il pourrait même y en avoir 3. Oui, il y aura un toit d'amarrage inférieur, justement entre les roues du train d'atterrissage avant, pour pouvoir fliquer sur le point bas, un toit d'amarrage avant et un intermédiaire. Là-bas, très probablement, nous installerons une serrure d'amarrage centrale juste pour faire des essais, parce que tester l'amarrage de cette partie du dirigeable est aussi intéressant pour voir ce que ça donne. On verra bien, évidemment, les spécialistes des dirigeables ont quelques inquiétudes à ce sujet. Bon, je vais essayer d'expliquer, les amis, c'est la clim qui m'a filé un coup de froid, tout ça c'est l'été, il fait chaud, puis froid, on ne comprend plus rien. En gros, le point d'amarrage inférieur est très bas et la seule chose qui puisse arriver, c'est que tu ne peux pas heurter ce point avec le dirigeable, quoi qu'il arrive. Tu peux juste rouler dessus avec la roue et repartir. Donc, on va lui donner une forme assez particulière. La haute mâture d'amarrage, là, tu pourrais la heurter, mais seulement avec le renfort de la proue, et là-bas, ce sont des tubes télescopiques en métal ou en composite. Ils absorberont tout le choc, tu ne toucheras pas la coque, et là, tu auras probablement le temps de t'écarter ou de manœuvrer. C'est vraiment très rare qu'un dirigeable percute la mâture d'amarrage de plein fouet, en général il arrive avec le renfort de la proue. Mais à des hauteurs intermédiaires, il se peut que le nez du dirigeable soit déjà passé, et là, ça peut endommager l'enveloppe. Mais ce poids reste intéressant, car le rayon de giration est réduit, et le moment de flexion, si on prend le point le plus bas, le moment sur l'axe du dirigeable est important, alors qu'ici il est bien moindre, ce qui rend la manœuvre plus facile. Donc sur le Nova 2, on va tester les 3 points, on va tous les examiner et les travailler. Est-ce qu'il est prévu, peut-être, un renforcement au cas où? Bien sûr, on va installer des écrans anti-choc là-bas. Oui, on va trouver une solution, mais pour l'instant, en réalité, ils ne sont pas encore installés, car il y a 2 points principaux, et celui-ci, c'est le 3e, qui viendra après. Ce n'est pas la tâche la plus prioritaire, disons. Oui, parce qu'au départ, on pensait qu'il serait pratique d'utiliser ce point, par exemple, pour qu'une machine robotisée, un chariot ou un transporteur puisse s'approcher, accrocher le dirigeable, afin d'éviter d'avoir à transporter un mât avec soi. C'est pratique de s'accrocher à ce point central et, par exemple, de ramener le dirigeable dans le hangar. C'est pour ça qu'elle a été conçue à l'origine, mais maintenant, même sur la Nova 01, nous avons déjà commencé à concevoir et à fabriquer un chariot vraiment très bas qui s'accroche directement au point d'amarrage inférieur et le transporte. Si tout cela était fait sur la Nova 01, ce serait justement le 2e cycle d'essai avec une automatisation complète jusqu'aux portes du hangar. On prend la tablette, on choisit la machine et autour de la machine apparaissent ces dispositifs de service virtuel, le hangar, les chariots robots, etc. On appuie sur « Sortir la machine », le hangar s'ouvre tout seul, le chariot sort le dirigeable, il se désamarre et décolle, enfin, s'il y a une mission de vol. Et si ça marche avec le quai inférieur, enfin, avec une machine basse, alors il y a de fortes chances qu'on s'arrête sur les modèles bas. Mais il est tout à fait possible que ça ne marche pas là-bas, parce que dans une machine aussi basse, on a envie de dire, entasser, tout ce poids nécessaire pour que les dirigeables de nouvelle génération ne basculent pas, continuent de flotter autour de ce point, pour qu'ils servent vraiment d'encre. Ça risque de ne pas marcher. Oui, et un petit robot, par exemple, c'est un peu comme un robot aspirateur, mais pour les dirigeables de nouvelle génération. Je me l'imaginais. Oui, tout le monde l'imagine comme ça, et il doit, en fait, passer sous le train d'atterrissage, c'est ça. Donc il est assez plat, et c'est pour que les roues du dirigeable de nouvelle génération puissent continuer à tourner autour de lui, que le train d'atterrissage puisse continuer à pivoter autour de lui, pendant qu'il le maintient simplement et le déplace en même temps. Pour l'instant, tout semble bien se passer. Mais si ça ne marche pas avec elle, le point central sera utile. Sur la Nova 01, il y a un support pour un point central, mais on ne l'a jamais utilisé. Là-bas, il y a une traverse, il faut installer un cadre porteur et le point d'ancrage. Peut-on dire que nous avons terminé le cycle de tous les essais prévus pour la Nova 01? Le premier cycle est terminé, mais il y en aura un 2e, puis un 3e. Le 2e cycle, c'est justement l'automatisation complète, et le 3e,
C'est l'amélioration jusqu'au produit fini, enfin, dans cette taille spécifique. Alors, où peut-il aller? Vers la Nova 01. Oui. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Où est-elle? Comment tout cela s'est-il passé? Comment va-t-elle? Comment va-t-elle? Quand la reverra-t-on en service? Je veux voir combien de personnes sont en direct en ce moment, si elles sont prêtes à entendre ça, si elles mettent des likes, si elles laissent des commentaires. Si quelqu'un de notre équipe suit le direct, dites-nous, s'il vous plaît, c'est le moment. C'est le moment. Qu'en est-il de la Nova 01? Tout cela s'est passé chez nous samedi, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait de nouveaux essais en vol, nous avions amené nos partenaires, nos investisseurs. Oui, en fait, notre programme était organisé pour que, lorsque les invités arrivent à l'aérodrome, ils vont sur la piste et le dirigeable de nouvelle génération est déjà en l'air. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand les invités sont arrivés, il était en l'air, tout allait parfaitement bien avec lui. Et si on remonte 10 minutes en arrière, avant même que les invités n'entrent sur la piste, le contrôleur nous avait prévenu qu'il y avait des rafales allant jusqu'à 12 mètres par seconde et qu'il n'était pas obligatoire de décoller. En gros, il nous a dit de voir par nous-mêmes. Nous l'avions simplement prévenu que si les rafales dépassaient 10 mètres par seconde, il devait absolument nous en informer. Bien sûr, on vérifie nous-mêmes le vent avec le cultin, on le mesure nous-mêmes, mais on est quand même sorti, on a mesuré pendant 1 minute à peu près, et puis la rafale est arrivée. Bref, il nous a bien prévenu que les rafales pouvaient atteindre 12 mètres, qu'il fallait faire attention. On a dit « oui, oui, pas de souci ». On a sorti le dirigeable de nouvelle génération, on l'a fait monter, il volait tranquillement. Tout va bien, il ne se passe rien de grave. C'est-à-dire que même avec des rafales à 12 mètres par seconde, il tenait le coup, oui. Bien sûr, s'il avait le vent dans le dos, il accélérait, s'il l'avait de côté, il déviait, et s'il l'avait de face, il perdait beaucoup de vitesse, mais il continuait quand même à voler tranquillement après. Globalement, l'appareil a une bonne stabilisation et une bonne maniabilité. Ce n'est pas la première fois que nous volons par des vents aussi forts. Nous avons déjà volé avec 10 mètres par seconde et maintenant avec 12. En somme, tout s'est bien passé. Les choses ont commencé à se compliquer lorsque le dirigeable de nouvelle génération s'est amarré, ou plutôt a atterri sur la plateforme d'où il avait décollé. Et cette plateforme se trouve juste à côté du hangar. Il ne faut jamais être près d'un hangar. Par vent fort. Oui, par grand vent. Il faut le poser bien avant le hangar, et il vaut mieux éviter de s'approcher directement du hangar. Et en fait, nous le savions, c'est une règle sacrée chez les pilotes de dirigeables. Il faut éloigner le dirigeable de nouvelle génération du hangar le plus vite possible quand on le sort du hangar. Et il faut se poser aussi loin que possible du hangar et, ensuite, tout doucement, bien droit et avec assurance, c'est-à-dire après avoir immobilisé le dirigeable de nouvelle génération, le ramener dans le hangar. Mais, comme on dit, tant qu'on ne sait pas brûler soi-même, on ne comprend pas ce qu'est la douleur. Et le dirigeable de nouvelle génération, justement, en s'approchant du hangar, a été pris dans ce tourbillon, les rotors, comme on les appelle, et bien, il a été entraîné vers le hangar, a heurté un peu le hangar, puis le sol. À ce moment-là, il était pratiquement totalement incontrôlable. Cela aurait pu être évité s'il avait été en mode de pilotage entièrement automatique. Et l'automatisation aurait déjà su quoi faire. Très probablement, cela ne serait pas arrivé. Mais comme de tels cas ne s'étaient encore jamais produits, c'est arrivé. Il a heurté le sol, le train d'atterrissage s'est détaché, car il était justement conçu pour supporter certaines charges. Ces charges ont donc été dépassées, et il y avait justement une cargaison fixée dessus, ce qui provoque une surcharge pour les dirigeables de nouvelle génération. Oui, au moment où le train d'atterrissage s'est détaché, il a justement amorti le choc, car il est conçu comme des ressorts. Il a alors heurté la structure principale et centrale de la nacelle, et lieutenant, break time égale 0.5 s GT, ce qui a provoqué la rupture du tube en durable humain léger, qui est fixé à l'enveloppe, et la pointe de ce tube a coupé le ballonnet, qui s'est ouvert très proprement le long de la couture. C'est bien le ballonnet qui a été touché. Oui, c'est bien le ballonnet. Le volume de gaz, lui, n'a pas été touché. Voilà, c'est le volume d'air, oui. L'air s'est échappé. Le dirigeable a perdu sa forme parce que... Le train d'atterrissage s'est détaché. Oui, comme il n'y avait plus de charge dessus, il était trop léger, il est monté vers le haut. Et il l'a fait assez brusquement, d'ailleurs. Oui, il s'est stabilisé, enfin comme on dit, il s'est équilibré à environ 300 mètres d'altitude. Et comme le vent était fort,
Évidemment, il s'est fait emporter. Hors du périmètre de l'aérodrome. Nous, bien sûr, on ne s'est pas laissé démonter, mais en vrai, on avait le pressentiment qu'il allait se passer quelque chose avec lui aujourd'hui. Parce que quand on nous a dit qu'il y avait du vent fort, on s'est dit bon, tant pis, on vole quand même, et c'était clair que de toute façon, il faudrait le récupérer. Et c'est comme si c'était évident, mais en même temps, c'était inattendu, intéressant et beau. On savait bien qu'il allait se passer quelque chose, mais quand ça arrive, on le vit un peu différemment, on le ressent autrement, mais au final, il ne s'est rien passé de grave. En gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté, on a commencé à purger le gaz. Le gaz s'est échappé, le dirigeable a atterri. Étonnamment, les invités n'ont pas paniqué, n'ont pas crié, ne se sont pas énervés, ils se sont équipés pour l'expédition. Ils ont dit « allons le chercher ». Bref, on est monté dans la voiture et on est parti. Je pense qu'il faut vraiment te rendre hommage pour ça, parce qu'honnêtement, j'ai été surpris par ton flegme. À un moment, j'ai même cru que tout était prévu, tellement tu étais calme. Quand j'ai vu ça, j'avais littéralement la tête dans les mains, alors que Fedor continuait la visite comme si tout était prévu, c'était vraiment quelque chose. Écoute, si on regarde la situation dans son ensemble, bien sûr que c'était prévu. On a construit la Nova 01 justement pour pouvoir vivre toutes les situations possibles à bord. Et s'il faut vraiment cracher un dirigeable, autant que ce soit un petit. C'est évident qu'il y aura aussi des accidents avec les grands modèles. Il n'existe pas de voiture qui n'ait jamais eu d'accident. C'est pareil pour les avions, pour les hélicoptères. Toute technologie, en fait, comporte un risque d'accident. Oui, la question, c'est simplement de savoir quels sont les coûts de ces accidents et à quel stade les risques apparaissent. C'est pour ça qu'on a fait des petits modèles et qu'ils continuent de s'écraser encore et encore. Si cela nous permet d'acquérir de l'expérience, et ainsi de suite, ce qui réduira justement les accidents avec les grands appareils, alors même si ça arrive chaque semaine, je suis totalement pour. C'est d'ailleurs pour ça que le Nova 01 a été créé. Avec lui, le prix de l'erreur est bien moindre. Oui, c'est pareil pour nous, en fait et lieutenant, break time égale 0.5 SGT, c'est toujours comme ça, tu peux le répéter à quelqu'un. Il va entendre, il va comprendre, mais tant qu'il n'aura pas touché lui-même et compris que c'est chaud, il ne comprendra pas vraiment. Oui, et l'opérateur comprenait parfaitement, c'est-à-dire qu'il savait qu'il ne fallait pas s'approcher du hangar quand il y a du vent, mais il l'avait déjà fait 1000 fois avant, il s'était approché et avait atterri. Oui, il n'y avait pas de vent, mais ça, c'est déjà une conséquence d'une conséquence. Mais voilà, cette fois-ci, ou plutôt après ce qui s'est passé, même sans vent, il n'osera plus s'en approcher, j'en suis sûr. Oui, et ils vont aussi corriger l'algorithme, genre, atterrissez un peu plus loin, s'il vous plaît. Dima, bien sûr, a été très choqué. Oui, j'imagine, c'était le premier dirigeable, la première panne, il a clairement ressenti la responsabilité et la culpabilité pour ça. Bref, le dirigeable a finalement été posé dans un endroit sûr, aussi sûr que possible, à tel point qu'on a pu l'atteindre que le lendemain matin. Et lieutenant, break time égale 0.5 SGT. On savait à peu près où il se trouvait, on le voyait très bien. Mais à cause de l'épaisse forêt infranchissable, des marécages et tout le reste. C'était loin de tout, même des routes en fait. Mais rien de grave, le lendemain matin on y est allé, on a tracé un petit chemin, on l'a démonté soigneusement sur place, on l'a ramené, rien n'a été abîmé du tout. Tous les ordinateurs, les batteries, les moteurs, les contrôleurs, tout ça en fait. Beau, oui, la nacelle a été endommagée, enfin, le châssis principal, parce qu'elle est rivetée, mais franchement, c'est 3 fois rien. L'enveloppe, évidemment, était fortement déchirée, mais on l'a récupérée de là-bas, on l'a ramenée au hangar. Le lendemain, Vous avez évalué les dégâts? oui, ils ont envoyé un spécialiste des enveloppes qui a évalué les dégâts et a tout vérifié, en gros. Je n'ai pas envie de donner de délai, comme toujours, mais honnêtement, j'ai été surpris. Parce que quand on l'a soulevé, les avis étaient vraiment partagés. Certains disaient « Pourquoi le récupérer? C'est déjà de la ferraille ». Certains disaient « Laissons-le ici ». D'autres disaient « On ne peut pas le laisser là. C'est une question d'écologie, alors transportons-le sur la route et jetons-le ailleurs. » Et ainsi de suite. Bref, le spécialiste a dit « Moi, je vous l'aurais jeté ». Genre, mardi matin on commence la semaine prochaine, et mercredi il sera déjà rempli et en place. On me reproche de le dire, mais ce sont ces mots, je cite.
Donc, tout va bien aussi avec l'enveloppe. La seule chose, c'est qu'il a atterri pratiquement dans un marécage. On peut l'appeler comme ça. Il y avait un petit étang là-bas. Il s'est posé sur la berge de l'étang, une partie de l'empennage a touché l'eau et un seul servomoteur a été immergé. Mais il fonctionne, on l'a nettoyé à l'alcool, tout est en ordre. J'ai l'impression qu'on a vraiment une chance incroyable à ce niveau-là, parce que, d'abord, d'où sort cet étang au milieu du champ? Et le petit dirigeable s'est posé juste à côté, littéralement à 1 mètre de l'étang. S'il était tombé dedans, ça aurait été bien plus embêtant, mais en réalité, il est absolument intact. Et d'ailleurs, c'est vraiment remarquable qu'on ait réussi à démonter entièrement tout le dirigeable et à le faire tenir dans un seul Land Cruiser, et en plus, il y avait encore 5 personnes à l'intérieur. Tati. Un petit dirigeable, oui. Avant, on le transportait sur une remorque spécialement conçue pour son mât d'amarrage mobile. Et on se disait, waouh, c'est cool. Un dirigeable de 130 mètres cubes, donc assez grand en réalité, quand il vole, peut en fait être transporté par une seule voiture avec une remorque. En réalité, il peut même sans remorque, c'est prouvé. Oui, on a tout emporté. La semaine prochaine, on va commencer la remise en état active. Dans une semaine, on le verra assemblé, vivant et en parfait état. Les cicatrices, en effet, embellissent parfois vraiment un homme et un dirigeable aussi. Comment va donc se dérouler la réparation? Il n'y a vraiment rien de compliqué dans la réparation. Comme il s'est déchiré le long d'une couture, c'est juste une grande et longue déchirure. Là, on découpe soigneusement une bande d'environ 3 cm de large, puis, à l'aide de machines thermiques spéciales, enfin, comme des rouleaux chauffants, l'équipe arrive sur place, il dégraisse minutieusement toute la zone, et lieutenant, break time égale 0.5 s, GT, et colle soigneusement la couture avec une seule bande continue. Donc la réparation se fera même dans le hangar. Sur place, pas besoin de l'emmener dans un atelier de réparation. Directement à Voskresensk. Un autre avantage, c'est que les travaux de réparation peuvent être effectués directement sur place. Bon, évidemment, il vaut mieux éviter de se retrouver dans de telles situations, oui, mais encore une fois. Je tiens à rappeler que ce petit dirigeable, nous l'avons fabriqué avec le matériau que nous avons trouvé et acheté en Russie. Il ne correspondait pas à nos exigences, que ce soit en termes de solidité ou de propriété de rétention du gaz. Mais, pour aller plus vite, nous avons accepté ce compromis. Il était censé supporter 400 pascal, mais au maximum il en supporte 240. Il devait résister à une certaine charge de rupture, mais il ne tient même pas la moitié de cette charge. Je ne me souviens plus, peut-être un tiers, tout au plus. En gros, si nous l'avions fabriqué avec le tissu prévu initialement, celui que nous avons maintenant, et si nous réalisons les mêmes dimensions dès que notre production sera complètement opérationnelle. Nous construirons un dirigeable identique, mais cette fois avec le bon tissu, et même si on le frappe 3 ou 4 fois de la même manière, il ne lui arrivera absolument rien. Donc, en somme, si nous avions fabriqué ce dirigeable selon les recommandations du concepteur en chef, il ne lui serait rien arrivé. C'est juste que nous avons simplifié les choses pour aller plus vite. Mais oui, c'est surprenant. Beaucoup ont été étonnés, surtout ceux qui n'avaient jamais eu affaire au dirigeable auparavant. On aurait pu croire que tout était fini, que l'enveloppe était déchirée, comme un pneu crevé. Les gens du dirigeable pensaient pareil. On va réparer. Quoi? Bien sûr. On a réparé et on est reparti sur la route. Oui, donc en gros. À l'impact, le train d'atterrissage s'est cassé, les hélices tournaient encore et ont été abîmées, mais on a un deuxième jeu, donc tout sera remis. On peut même le montrer. Pourquoi sert? Donc, le Nova 01 est sain et sauf. Il sera bientôt de retour en service. Oui, il revient bientôt. On a bien des hélices de rechange, non? Oui, on a tout. On a tout pris en double, voire en triple. Et le dirigeable qui est en préparation maintenant, 190 mètres cubes, celui-là sera fait rapidement parce qu'on a déjà 90% de tout l'équipement prêt. Parce que, pour le Nova 01, on avait pris certaines pièces en double et d'autres même en triple, justement pour anticiper tout besoin. D'ailleurs, il sera bientôt prêt, on vient d'apprendre aujourd'hui que l'on pourra aller voir l'enveloppe demain.
Et lieutenant, break time égale 0.5 S et GT. L'enveloppe qui était préparée pour elle, Aérolette. Oui. L'enveloppe qui était préparée pour elle, Aérolette. Oui. Eh bien, j'ai entendu dire qu'il fallait encore un certain temps pour qu'elle repose, afin que toutes les coutures se fixent. D'après le processus technique, oui, après la soudure de la dernière couture, l'enveloppe doit reposer 1 ou 2 jours. Mais les gars qui la fabriquent en ce moment, nous ne la fabriquons pas chez nous, nous la faisons fabriquer dans une entreprise extérieure parce que la nôtre est en cours d'équipement. D'ailleurs, bonne nouvelle, les machines principales sont déjà en route vers chez nous, le matériel de soudure aussi. Eh bien, c'est l'équipement sur lequel sera fabriquée l'enveloppe de l'Art Nova 2, de l'Art Nova 8, et s'il y a des modèles intermédiaires, alors aussi les variantes intermédiaires. Et ça, nous le fabriquons dans une entreprise extérieure où il y a des machines similaires, et elles conviennent pour fabriquer de petites enveloppes, par exemple de 130 à 200 mètres cubes, mais pas plus. Même cette enveloppe, les gars, quand ils l'ont préparée récemment, c'est une usine textile où ils fabriquent toutes sortes de structures gonflables, jusqu'à des châteaux gonflables, pour ainsi dire. Et ils savent souder des enveloppes, différents tissus, matériaux, etc. Mais ils ne savaient pas souder des dirigeables, évidemment, donc nos ingénieurs, nos spécialistes des enveloppes les ont aidés. Tout au long du processus, nous avons emmené leurs technologues et ingénieurs, nous leur avons montré la Nova 01, comment elle est conçue, comment sont faits les différents raccords, jonctions, coutures, comment les œillets sont soudés, fixés, cousus, comment les renforts de proue sont réalisés. Nous leur avons montré, en gros, ce qu'ils allaient faire et ils l'ont fabriqué. Aujourd'hui, ils appellent et disent « Demain, nous allons procéder à la mise sous pression, c'est-à-dire remplir l'enveloppe d'air et vérifier son étanchéité. Oui, vous pouvez venir, contrôler, donc demain nous avons la réception finale, ce genre de test. Ils la gonflent, et si tout va bien, à ce moment-là, nous serons déjà sur place pour la réceptionner. Mais elle restera encore chez eux pour l'instant, parce que cette enveloppe est intéressante, vous la verrez un peu plus tard, elle n'est pas classique. Elle est composée de plusieurs parties. La deuxième reste à fabriquer, il n'en reste qu'une, ça ne sera pas long. Le 10, on nous remettra l'enveloppe complète. Le 10, tout sera prêt, ordinateur, contrôleur, moteur. Cadre, renfort, empennage en fabrication. Et l'objectif en septembre, c'est de le faire voler. On peut dire que pratiquement elle, Aérolet, sera aussi déjà près chez nous. La phase active de sa fabrication est en cours en ce moment. En ce moment, il y a même une sorte de course qui va revoler en première la Nova 01, ou elle, Aérolet. La Nova 01 devrait. Est-ce qu'on a une priorité, lequel doit décoller en premier? La priorité, c'est elle, Aérolet. Et comment ça se passe, du coup, avec le grand frère? Avec la Nova 2? Oui. Comment ça se passe? C'est actif, tout le monde travaille. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a des choses en production, d'autres en cours d'amélioration, certaines sont en train d'être payées, d'autres déjà payées sont arrivées, on choisit encore des éléments à acheter, ailleurs on achète des matériaux pour la fabrication. Par exemple, on vient de souder ces poches-là pour les baguettes du cadre de la nacelle. À partir du matériau qui sera utilisé pour la Nova 2. On soude des structures spéciales, on y insère des tuyaux, on installe des machines spéciales de rupture, c'est-à-dire qu'on commence déjà à tester des éléments des enveloppes, comme ces pattes tubulaires. Les œillets aussi, c'est récent. Oui, voilà, différents supports, tout cela est déjà en cours de fabrication, de test, le schéma structurel et porteur de la nacelle est pratiquement terminé, l'outillage est déjà en pleine production. Nous avons fabriqué une série d'outillages pour l'emboutissage de ces éléments en aluminium, à partir desquels ils sont ensuite rivetés et toute la nacelle est assemblée. Voilà, une série d'outillages a été produite, plusieurs éléments ont été emboutis, fabriqués, la qualité a été confirmée et maintenant tout le reste de l'outillage est en cours de finalisation. Tout l'aluminium à partir duquel tout cela sera embouti est en cours d'achat, ainsi que des dispositifs spéciaux, des rivets,
et plein d'autres choses intéressantes. Tous les dossiers de conception ont déjà été transmis à la production pour ces pièces en aluminium plié. La base, on découpe au laser, puis on plie les grandes pièces sur de grosses plieuses. Ensuite, tout le reste est fini sur une petite plieuse. Puis on insère dans les outillages pour former les pièces. La nacelle a commencé à être assemblée, mais pas intensivement, car tout le monde se concentre sur elle, aérolais, production, mécaniciens, ingénieurs, etc. Ce basculement vers elle, aérolais, ne dure qu'une semaine, juste pour assembler cadre et empennage, ça prend 1 semaine et demie. Ensuite, on revient au Nova 2, à la production de la nacelle. Le banc d'essai est en assemblage. C'est-à-dire que les moteurs à combustion interne, qui seront installés sur la première version du Nova 2, sont en préparation. Nous l'appelons le laboratoire volant. Un certain nombre de solutions y seront testées, qui seront ensuite utilisées aussi bien dans la version passager piloté que dans la version cargo sans pilote, ainsi que dans la version de surveillance autonome. Et donc, pour la version cargo sans pilote et la version de surveillance autonome, le banc d'essai est en cours d'assemblage en ce moment. Bon, il y aura le moteur, bien sûr, le système d'alimentation en carburant, le système d'échappement associé, des générateurs seront fixés dessus, puis des redresseurs, des contrôleurs, des batteries et des moteurs électriques. En somme, nous assemblons un banc d'essai pour une centrale hybride. En ce moment, un deuxième banc d'essai est en cours d'assemblage sur la base de ce même moteur, c'est lorsque le moteur fera tourner directement les hélices, c'est-à-dire que l'hybride, c'est quand le moteur entraîne un générateur, le générateur produit de l'électricité et le moteur électrique fait tourner les hélices. Un banc d'essai est en cours d'assemblage et le deuxième banc, c'est quand le moteur fera tourner directement les hélices via une transmission, mais il n'y a pas de transmission. Voilà, elle est justement passée entièrement en production en ce moment. L'hélice dans l'anneau, les réducteurs angulaires, la transmission pivotante elle-même, le réducteur. C'est un développement maison? Oui, tout a été entièrement développé par nous-mêmes et maintenant, sur 2 points, l'un est entièrement à nous et l'autre est partiellement, à moitié à nous, on peut le dire comme ça, par exemple les lieutenants, break time égale 0.5 s GT. Nous avons lancé le processus de fabrication des anneaux à 2 endroits. D'abord, parce qu'il nous en faut 2 jeux, la fabrication prend du temps, et ensuite, pour simplement vérifier la qualité. Il y a une certaine concurrence, il faut aller plus vite. Au début, il fallait compter à partir de 6 mois pour fabriquer un anneau. Maintenant, tout cela a été réduit à quelques mois seulement. Donc, si en quelques mois nous recevons 2 jeux d'anneaux d'un coup, un seul groupe n'aurait de toute façon pas pu nous les fournir. On a donc un peu diversifié. La production des anneaux a commencé, attendez encore un peu et du contenu sur la fabrication va bientôt arriver. Et comment on va assembler la gondole, comment on va réaliser le VA, comment on va fabriquer les hélices, comment on va faire les réducteurs et toute cette mécanique. Et comment on fabrique l'enveloppe. Est-ce qu'il y a, dans certains domaines, des difficultés ou des obstacles, ou bien est-ce qu'on avance exactement comme prévu, tout va bien? Peut-être des retards de livraison ou quelque chose comme ça. On n'a rien de ce genre? Non, il n'y en a pas. La seule difficulté ou retard que nous avons, c'est qu'il nous manque globalement des bras, des ingénieurs qui comprennent très vite et réagissent rapidement. Chez nous, il n'y a pas un seul ingénieur qui aurait un nœud ou mécanisme à lui seul et qui pourrait le développer tranquillement. Il fait plusieurs choses à la fois et se laisse distraire par des petites tâches comme la remise en état des aérolets ou, pour la Nova 01, il faut repenser la nacelle. Il est obligé de se disperser. Bien sûr, oui, et pour la Nova 8 aussi, le travail ne s'arrête pas. Si seulement on avait une équipe un peu plus grande, il n'y aurait vraiment aucun problème. Est-il prévu d'agrandir l'équipe elle-même? Bien sûr, c'est prévu. D'ici la fin de cette année, c'était globalement notre intention. Vu le volume de travail, il était clair que l'équipe des
Aeronova devait atteindre environ une centaine de personnes. Pour l'instant, nous sommes arrivés à 60 personnes et pour le moment, nous ne nous agrandissons pas davantage. Il faut un peu réorganiser les processus eux-mêmes, en fait, pour pouvoir continuer à s'agrandir et pour cela, il faut d'abord terminer ce qu'on a commencé. Et là, on va amener Nova 2 à un certain niveau de préparation. Ce développement, pour ne pas casser ce qui fonctionne déjà, disons que le mécanisme est lancé, il tourne. Oui, c'est un peu sous tension, mais ce n'est pas grave. Une fois le développement terminé, on pourra alors faire un petit réaménagement et ajouter du personnel supplémentaire, ainsi que redistribuer les processus. Je pense que ça arrivera vers le nouvel an. Je pense qu'il faut s'assurer que le travail est déjà bien organisé en flux pour éviter de recruter du personnel et qu'ensuite ces gens se retrouvent sans rien à faire parce que... On n'a pas le temps de rester sans rien faire. Il ne nous reste que 4 ans avant le premier vol du grand dirigeable rigide. Seulement 4 ans. Seulement. Une année est déjà passée. Bon, en réalité, cette année a été productive et elle a commencé avant le lancement officiel. Ce sera en octobre que ça fera 1 an, donc 1 an depuis qu'on a commencé au bureau. À travailler activement. Pour l'instant, c'est comme ça, oui. Parmi les autres nouvelles tout aussi importantes et intéressantes, j'ai vu sur les réseaux sociaux d'Aeronova que tu as fait une présentation lors d'une conférence où ce n'était pas toi. Moscou 2030, c'est quoi cet événement? Pourquoi étiez-vous là-bas? Dans quel but étiez-vous là-bas? Ceux qui vivent à Moscou comprennent très bien ce qu'est l'événement Moscou 2030. Moi, par exemple, je vis à Moscou et d'ailleurs, pour être honnête, je ne comprends pas tout à fait non plus. C'est, d'après ce que j'ai compris, à propos de tous les domaines dans lesquels Moscou prévoit de se développer. Il s'agit aussi bien de l'industrie, du design, du développement immobilier que de la culture. Il y avait énormément de pôles. C'est un projet lancé par le maire de Moscou. Il y avait de nombreux lieux répartis à travers toute la ville, et dans chaque lieu, des sessions étaient soigneusement organisées sur un thème précis. On y retrouvait aussi bien des représentants du monde des affaires que des représentants des autorités. Il y avait aussi des établissements d'enseignement, des institutions culturelles et différentes visions, justement sur l'avenir, sur la direction que tout cela allait prendre, vers où irait le développement. Il y avait à la fois des conférences, des expositions et des séminaires. Et justement, lors d'une de ces conférences sur l'avenir de l'architecture, ce qui est intéressant, c'est que nous, à Aeronova, y avons pris la parole. Donc, c'est moi qui ai pris la parole. Je ne me souviens plus du nom du cabinet d'architecture. Désolé, les gars. Bref, ce sont eux qui ont été à l'initiative. Ils sont venus nous voir il y a environ 6 mois en disant « Bonjour, nous avons justement de telles idées ». Ces idées sont apparues il y a bien longtemps, déjà à l'époque où ils rédigeaient leur thèse. En fait, chez beaucoup d'architectes, il arrive souvent un moment d'illumination, un instant particulier, où l'on se rend compte que l'architecture peut véritablement être allégée de façon aérostatique. Elle n'est pas obligée de peser sur le sol, elle peut, en quelque sorte, essayer de flotter. Et en réalité, il y a eu pas mal de concepts et de projets réalisés au cours des 100 dernières années. Mais c'est surtout à l'époque du développement de l'aérostation que toutes les idées les plus audacieuses ont vu le jour. Pourtant, même aujourd'hui, il s'avère que dans de nombreuses écoles d'architecture, des gens rédigent même des thèses, des mémoires. Enfin, peut-être pas des thèses, j'ai confondu, mais des mémoires sur l'architecture allégée aérostatiquement. En termes simples, des villes célestes. Des maisons flottantes, ou du moins qui essaient de flotter, et pas seulement des maisons. Des parcs, par exemple, ou certaines zones. Bref, ce genre d'idées surgissent. Ils sont venus nous voir, à Aeronova, et disent « Les gars, on est sur la même longueur d'onde que vous. » Oui, mais dans quelle mesure tout cela est-il vraiment réalisable? Et donc, on s'est assis, on a réfléchi ensemble et on a aussi partagé nos idées. Moi aussi, j'avais plein d'idées.
Pourquoi ne pas utiliser la force d'Archimède et cette aérostatique non seulement dans les dirigeables, non seulement dans les sondes stratosphériques, mais aussi pour désengorger? J'avais l'idée de désengorger le parc Zariadier. C'est un super parc, il est au centre de notre capitale, c'est un peu la carte de visite, regardez, au cœur de Moscou, des fleurs des prés, tout est magnifique. Bref, c'est stylé, c'est tendance. Et on peut alléger le tout grâce à l'aérostatique. On remplit là-bas des ballons ou des volumes d'hélium de différentes tailles, d'une autre forme. Ils tirent vers le haut et, par exemple, un parc suspendu avec plusieurs de ces ballons aérostatiques, reliés les uns aux autres. Oui, ils peuvent tout simplement créer un parc au 2e niveau, et là, comme sur des téléphériques ou sur quelque chose de plus sérieux, selon la taille de ces choses, vous pouvez vous déplacer. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de construire une structure métallique, on peut faire une structure légère qui essaie de s'élever d'elle-même. En gros, nous sommes tombés d'accord sur le fait que l'architecture aérostatique, c'est intéressant, c'est génial, et ce cabinet d'architecture s'est inscrit à Moscou 2030 après notre conversation. En gros, c'était « Oui, les gars, on est avec vous ». Et c'est ce qui s'est passé, oui. Oui, on s'est inscrit avec eux, en fait. On me corrige. Voilà, Moscou 2030, l'architecture du futur. On était assis à une session comme celle-ci, en train de faire un exposé. À propos de... Il est tout à fait possible que, dans la Moscou du futur, il y ait des restaurants flottants, des parcs au 2e niveau et plein d'autres choses intéressantes. C'était un peu comme une pierre de touche, en quelque sorte. Pour voir dans quelle mesure la conscience collective, le public et, disons, les autorités sont vraiment prêts à accepter Des solutions, oui. Est-ce que c'était présenté simplement comme une idée générale pour réaliser de tels objets d'infrastructure, ou bien y avait-il déjà des solutions concrètes qui étaient proposées, lieutenant Break Time égale 0.5s et GT? C'était plutôt une conférence de vulgarisation sur le fait que les forces aérostatiques sont des forces injustement oubliées, qu'il faut les remettre au goût du jour et que c'est économiquement pertinent. Et aussi bien dans le sens dynamique, comme fabriquer des dirigeables et autres, que dans le sens statique, c'est-à-dire créer et construire ce type d'architecture, c'est possible, c'est nécessaire, c'est utile, c'est intéressant, c'est sûr, voilà sur quoi portait principalement la conférence. Et c'est réalisable, c'est-à-dire que nous avons tout ce qu'il faut pour cela, toutes les technologies, toutes les équipes, et il est clair ce qu'il faut faire. Et, surtout, nous avons annoncé que nous le faisons déjà. Ce n'est pas du genre, et si on le faisait ensemble, mais justement, à partir de septembre et jusqu'en novembre, ce cabinet d'architecture, qui a aussi été l'initiateur, commence à travailler. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Alors, Dobureau. Et comment s'appelle ce concours? Ville ouverte, c'est quoi, au juste? Un concours d'architecture, en gros, dans lequel, oui, voilà, il y avait cette idée de créer, dans le cadre de ce concours Ville ouverte, un axe distinct dédié à l'architecture allégée par aérostat et de voir la réaction des architectes. Et lieutenant, break time égale 0.5s et GT. Qu'il s'agisse de grands noms ou simplement d'étudiants en école d'architecture, l'idée était de voir si des candidatures allaient arriver, et si oui, de participer à tout cela dans le cadre de Ville ouverte et de tout organiser. De notre côté, chez Aéronova, nous aurions rapporté notre expertise aux architectes sur l'aérostatique, matériaux actuels, lois, toujours du point de vue de la physique. Comment cela fonctionne, de quoi tout est construit, pour qu'ils comprennent échelle et volume. En somme, d'un point de vue purement aérostatique, ils auraient intégré tout cela de manière experte. Bref, nous nous sommes mis d'accord là-dessus. Dobureau s'est donc chargé de l'organisation de tout cela, par exemple, et les candidatures ont également commencé à affluer. D'abord 1, 2, 3, 4,
5, 10, 20, 30, 40, 50, et là, un véritable intérêt s'est manifesté pour cette architecture à décharge aérostatique. Et donc, dans le cadre de cette ville ouverte, des séminaires vont maintenant être organisés. D'abord, tous ceux qui auront été sélectionnés, c'est-à-dire que nous allons faire une présélection des candidatures, et ceux qui passeront cette étape, nous organiserons avec eux plusieurs sessions stratégiques, en quelque sorte des conférences. Nous leur expliquerons comment tout cela fonctionne, et au final, une série de projets sera choisie pour aller jusqu'en finale, des maquettes de leurs concepts seront construites, et nous pourrons vraiment comprendre ce que cela donnera avec eux. Il y aura sûrement quelque chose de cool et d'intéressant, parce que même en discutant avec de jeunes spécialistes, des architectes, tout le monde pense audacieusement et originalement. Et le plus important, c'est que ce n'est pas du tout du domaine de la science-fiction irréaliste, mais que cela va plutôt dans une direction pratique, et il en sortira sûrement quelque chose de génial. Ces maquettes seront créées dans le cadre de cette initiative Ville ouverte. Du coup, Moscou va même aider à la fabrication de ces maquettes, et ensuite elles seront exposées dans des pavillons officiels lors de différentes expositions. Le concours aura des gagnants. Ces gagnants recevront-ils des subventions ou autres? Je ne sais pas exactement, je sais juste que... Un tel mouvement est en train de se former. Oui, que quelque chose va naître. Là-bas, un spécialiste pourrait expliquer ce qu'il en est, moi je n'y consacre pas de temps. On m'a dit, tu vas donner des conférences avec Zubkevich. Je le ferai. Tu pars présenter à Moscou 2030. Je dis, super, voici ton exposé. Oui, en gros, on dit qu'il y aura une exposition, que ce sera ouvert, qu'on pourra venir, regarder, découvrir ces maquettes, ces concepts, rencontrer les auteurs, et probablement nous aussi, on sera présent à cette exposition. Et les expositions vont durer assez longtemps, apparemment les maquettes vont ensuite voyager dans différentes villes. En gros, pour plus d'informations, lisez les posts sur les réseaux sociaux, on va sûrement tout expliquer et raconter là-bas. Oui, c'est ça, un grand et super mouvement a été lancé. Merci à Doburo, qui est venu nous voir, a frappé à notre porte et a dit « Les gars, venez avec nous ». Oui, d'ailleurs, ils se sont aussi chargés d'eux. En fait, ils aiment beaucoup le thème, pas seulement du point de vue de l'architecture, mais aussi des dirigeables comme porteurs de grands espaces à l'intérieur desquels doit se trouver l'homme du futur, c'est-à-dire nous. Parce qu'un avion, on comprend, un hélicoptère aussi, mais dans un dirigeable, il y a vraiment de grands espaces. Et justement, créer de nouveaux espaces ergonomiques, modernes, c'est leur envie, c'est leur vocation. Et donc, ils nous ont déjà présenté différents concepts sur ce qu'on pourrait trouver dans un dirigeable. Il y a des choses vraiment étonnantes, c'est un peu comme, pour ainsi dire, quand vous arrivez. Là, je vais encore prendre les moscovites en exemple, mais ça pourrait être n'importe qui. Beaucoup ont ressenti une sorte de choc culturel en visitant un nouvel endroit moderne. Que ce soit un nouvel hôtel, un nouvel immeuble de grande hauteur ou même un nouveau centre commercial, quand vous entrez dans un espace moderne et inédit, vous ressentez que c'est quelque chose de cool et de nouveau. Et ce qui impressionne beaucoup de gens aujourd'hui dans les dirigeables, c'est encore un cran au-dessus. Les tendances actuelles, la construction de nouveaux complexes résidentiels, de nouvelles tours, de nouveaux restaurants, tout cela se passe en ce moment. Mais les architectes et les designers savent déjà très bien ce qui se passera dans environ 5 ans, alors que nous ne le voyons pas encore, mais eux, ils l'intègrent déjà. Et dans nos dirigeables, dans ces espaces, on intègre déjà des solutions architecturales du futur. Et c'est vraiment impressionnant, et vu que tu es là, tu es toujours dans le ciel, avec la plus belle vue. C'est incroyable, bien sûr, quelque chose d'étonnant nous attend. Classe. Où en sommes-nous avec notre événement tout aussi important, auquel nous nous préparons également? Voici le Dubai Air Show. Ça arrive très bientôt, en novembre, du 17 au 21. On y sera?
La décision est prise? Oui. Nous y serons à coup sûr. L'équipe qui représentera Aeronova à ce salon est déjà constituée. Le cahier des charges pour la construction a été transmis au constructeur qui est local. Nous savons déjà à quoi ressemblera notre stand, nous savons quel message nous allons y transmettre. Quelle facette mettre en avant, ce que nous allons annoncer pour l'avenir proche, c'est-à-dire comment nous allons nous positionner là-bas, tout cela est clair. Nous espérons vraiment et nous souhaitons bien sûr impressionner aussi avec une maquette d'un grand dirigeable moderne. Actuellement, il y a deux concepts principaux. En réalité, nous nous y sommes pris un peu tard, car on savait déjà depuis longtemps qu'il y aurait une exposition internationale à Dubaï. Mais comme le projet est globalement jeune et que tout évolue très vite et de façon turbulente en ce moment, nous n'avons commencé à travailler en détail sur l'exposition que récemment, et il s'est avéré qu'en si peu de temps, personne n'accepte même de réaliser des maquettes. Mais ce sont des délais irréalistes, donc on s'en est occupé nous-mêmes. On espère que ça va marcher. En général, même sans ces effets waouh et tout le reste, nous aurons une énorme richesse de contenu. De toute façon, nous allons tout présenter sur les téléviseurs, les écrans, dans les supports distribués, nous exposerons, expliquerons les concepts, nous les décrirons en détail. En gros, nous allons planter le premier jalon dans l'espace médiatique, dans l'aviation mondiale, pour montrer clairement que nous nous engageons concrètement dans l'avenir de l'aérostation. Parce que nous savons que, parmi tous ceux actuellement sur le marché et qui participeront à ce salon, c'est nous qui serons ce jalon. Les salons ont lieu tous les 2 ans. Dans 2 ans, quand nous y retournerons, nous viendrons déjà avec des résultats concrets. Nous avons déjà la Nova 01 et elle Aerolet. Si nous avons le temps de fabriquer l'enveloppe de la Nova 2, nous la montrerons en vidéo. Nous sommes vraiment des spécialistes des dirigeables. Mais dans 2 ans, quand nous reviendrons à cette exposition, nous reviendrons avec de grands appareils qui, comme les avions, hélicoptères, chasseurs, voleront là-bas. C'est un show, nous volerons avec vous et nous prouverons que nous avançons, que nous sommes modernes. D'ailleurs, nous avons rencontré tous les participants. Aucun dirigeable de nouvelle génération du monde entier. Des entreprises comme Zeppelin ou en Chine s'en chargent. Mais d'après ce que j'ai compris en regardant la liste des participants, on dirait qu'il n'y aura personne. On dirait qu'il n'y en a pas. Mais la dernière fois que j'ai regardé la liste, il y avait encore beaucoup de zones blanches, on va y jeter un œil encore une fois. Mais en fait, globalement, ces entreprises que tu cites, il y a vraiment des sociétés de dirigeables qui visent l'avenir. Comme la société française Solar Aircraft. Électrique, hybride, dirigeable, sans carburant et tout le reste. Mais d'un autre côté, le site évolue, pourtant on n'entend rien, on ne voit rien, et qu'ils viennent à l'exposition pour en parler, on dirait que ça n'arrivera jamais. Par exemple, une entreprise chinoise peut venir à l'exposition. Sergey Brau est hollandais aussi. Mais pour eux, tout est évident, ils auraient déjà dit ce qu'ils voulaient. Donc, pour l'avenir, il y a de fortes chances que ce soit nous seuls à faire des annonces. En fait, c'est angoissant, mais même agréable. Le fait que nous n'ayons qu'un an, et qu'en novembre cela fera littéralement une année effective, où nous travaillons vraiment de façon très active, et nous sommes déjà à une exposition internationale. Avec un appareil fonctionnel, même si ce n'est qu'un prototype, voire 2. Oui, en fait, dans nos plans, il était bien sûr prévu d'y amener un dirigeable pour qu'il vole là-bas, par exemple, elle, Aerolet. Mais, en ce moment, sortir quelque chose de sans pilote et volant du pays, c'est presque comme un tour de magie ou de sorcellerie. Donc, très probablement, tout sera organisé de telle sorte que sur notre stand, il y aura des postes pour les pilotes à distance et il y en aura probablement un seul. Il y aura aussi un poste de contrôle, en quelque sorte, où pratiquement tout le monde pourra piloter le dirigeable en temps réel qui se trouve et vole en Russie.
C'est donc aussi une sorte de démonstration très intéressante. C'est en ce moment le summum des technologies sans pilote. Beaucoup de gens sur Internet ont pu voir, ceux qui connaissent ce domaine de près savent que des pilotes et des contrôleurs à distance sont utilisés aussi bien sur les engins de chantier que sur les machines d'exploitation minière. Et c'est ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui, et nous avons déjà un tel système avec vous. Et elle pourra facilement fonctionner depuis Dubaï en se connectant au dirigeable avec un minimum de latence ici, en Russie, et ils voleront ici chez nous depuis là-bas. Et c'est une super expérience interactive qui montrera que nous n'avons pas simplement maîtrisé les lois d'Archimède en remplissant un sac d'hélium, mais qu'en un an, nous avons déjà créé tous les logiciels, les systèmes de vol, le système de contrôle, et que tout cela fonctionne, tout marche. Et nous allons le proclamer haut et fort, il ne nous a fallu qu'un an pour que les gens puissent vraiment apprécier le potentiel de ce qui arrivera dans 3 ou 5 ans. Comme il y aura de nombreux acteurs importants de l'industrie, de nombreux investisseurs, beaucoup de politiciens différents, des personnes de pouvoir, nous devrons nous montrer sous notre meilleur jour. Nous nous préparons. Classe, cela fait 1 heure que nous parlons. Je pense que nous pouvons passer aux questions. Allons-y. Nous les avons probablement. Alors, mes amis, maintenant je vais l'ouvrir et voir ce que vous nous écrivez. Il y a une question. Avez-vous attrapé le dirigeable? Oui, il a été attrapé et est rentré à la maison. Bonjour. Est-il possible d'obtenir des statistiques pour les investisseurs par TI? Ce n'est pas tout à fait la bonne adresse pour ça. Est-il possible de fabriquer un dirigeable avec une installation nucléaire ou une installation à hydrogène? En fait, j'espère vraiment que nous y parviendrons, et lieutenant, break time égale 0.5 GT, et que, lorsque nous aurons enfin notre tout premier dirigeable rigide, Rosatom, s'intéressera à nous et proposera alors un projet commun. Parce que Rosatom est toujours ravi d'installer ses équipements partout, sur les sous-marins, les navires de surface, les vaisseaux spatiaux, et il les installe vraiment partout où c'est possible. Et pourquoi ne pas l'installer dans un dirigeable? Je ne vois vraiment aucun obstacle. Ce serait génial. Nous attendrons une telle demande. Quand la construction d'un dirigeable de passagers est-elle prévue, y aura-t-il un tel projet? On dirait que vous ne suivez pas très activement nos webinaires. Oui, regardez, ce dirigeable, en tant que laboratoire volant Nova 2, va déjà voler en mode autonome cet hiver. Juste après les premiers essais de décollage et tout le reste, une deuxième version sera fabriquée. Elle sera déjà destinée aux passagers, elle sera soumise à une certification individuelle, et l'année prochaine, en 2026, nous pourrons déjà en profiter ensemble. Donc, le premier dirigeable pour passagers arrive très bientôt. C'est difficile à croire. Même Elon Musk n'a pas réussi du premier coup, on apprend de ses erreurs. Bravo pour la leçon. Merci. On pourra le réparer et il pourra revoler. Ce sont des mots d'encouragement. Oui, mais en réalité, dès la première fois, en général, si vous... Ceux qui travaillent dans le développement et la production de matériel savent très bien que, pour fabriquer, par exemple, un même appareil photo, on en produit. Pas seulement par dizaines, mais par centaines, et ils tombent en panne, et on leur fait subir toutes sortes de choses. Donc, c'est un processus tout à fait naturel dans la création de matériel. Sans en faire tomber, sans en casser, sans en abîmer un certain nombre, il est impossible de dire que l'on a réussi parfaitement. La procédure de certification d'un type d'appareil implique la fabrication de plusieurs exemplaires, dont 2 sont entièrement détruits. Pour le casser. On le fabrique pour le casser, pour bien comprendre. Faiblesse à corriger. Il y a de nombreux tests qui mènent à la destruction totale de l'appareil, et comme c'est nous qui les concevons, nous ne créons pas. On ne l'a pas acheté en magasin pour qu'il fonctionne, qu'il vole. C'est nous qui les créons, donc on peut les casser.
parfois de façon contrôlée, parfois moins, mais tout ça fait partie du processus naturel. Prochaine question. Doit-on remettre la Chine à sa place et construire une centrale électrique sur un dirigeable? Ils ont pris la grosse tête après le défilé. C'est très, bien sûr, patriotique et dans l'esprit des traditions. Mais bon, la Chine, ce sont nos amis, nos alliés. Ils viennent d'organiser une grande rencontre, je pense qu'on doit travailler avec eux en collaboration. Faut-il fabriquer de telles turbines? Pour l'instant, il n'y a aucune demande, donc ce n'est pas très clair. Si la Chine a trouvé un intérêt à les utiliser et finance leur développement, qu'ils s'en occupent. Nous serons capables de fabriquer une telle turbine une fois que nous aurons maîtrisé le processus de création de la Nova 2 et de la Nova 8. Il ne nous sera pas difficile de les produire et de les concevoir. S'il y a une demande ou une envie, nous le ferons sans problème. Je repose la question, quels sont les objectifs du laboratoire? Du laboratoire volant, Apparemment oui, ce n'était pas précisé ici. je n'ai pas envie de dire que ce sont les mêmes que pour la Nova 01, se cracher et s'envoler. En réalité, une technologie de ce genre ne se crée vraiment pas en si peu de temps. Il y a une multitude innombrable de pièces différentes et chaque petit détail doit être réfléchi à l'avance, 2 ou 3 fois. Et comment toutes ces petites pièces s'assemblent, fonctionnent ensemble harmonieusement, etc., en partant des calculs théoriques jusqu'à l'algorithmisation des fonctionnalités et tout le reste. Et lieutenant, break time égale 0.5 SGT. Et donc, prendre ça comme ça, en gros, et le faire en un an. Normalement, on accorde plusieurs années pour le développement. Mais comme on n'a pas ce luxe, il est plus simple de créer un appareil à moitié fini, disons, et de l'améliorer sur place, soit pendant la production, soit lors de la première exploitation. C'est beaucoup plus rapide et mieux, et on acquiert de l'expérience. La mission essentielle du laboratoire volant est la suivante: ne pas imposer de grandes exigences à la production, ni de contraintes sérieuses au développement. Et lieutenant, break time égale 0.5 SGT. Mais passer déjà à la production, passer à l'exploitation expérimentale pour que la production s'équipe, acquiert de l'expérience et que les développeurs, en travaillant concrètement sur le matériel, comprennent certaines choses, en modifient d'autres, etc. Et lieutenant, break time égale 0.5 SGT. Bien sûr, on peut concevoir n'importe quel produit sur papier ou en modèle 3D, mais quand il se trouve juste devant toi et que tu dois, par exemple, commencer à l'équiper d'appareils internes, etc. Tout devient beaucoup plus clair, certaines choses sautent aux yeux, et il s'avère qu'ici, il aurait fallu faire autrement. En somme, la mission du laboratoire volant, c'est simplement d'accélérer le processus de création du dirigeable Nova 2. Bien sûr, il s'agit aussi de tester et de valider la plupart des différents modèles de calcul, qu'ils soient dynamiques, de résistance, de stabilité, etc. Il y aura là-bas le schéma structurel porteur de la version passager piloté. Par exemple, le train d'atterrissage sera identique, il y aura un verrou d'amarrage, mais le groupe motopropulseur viendra de la version cargo sans pilote. Les moteurs à hélice annulaire seront ceux de la version pilotée. On ne peut pas, en gros, fabriquer tout de suite les moteurs à hélice annulaire comme ça, à l'aveugle. En réalité, selon la législation, on pourrait y installer un pilote d'aviation expérimental pour qu'il vole. Mais pourquoi mettre une personne en danger si tout cela peut être testé en mode sans pilote, en validant tous les systèmes ensemble? Pour que les hélices fonctionnent, ainsi que les anneaux, les transmissions pivotantes, les moteurs, le système de contrôle et toute la structure porteuse. Tout cela va fonctionner, certaines choses tomberont en panne, d'autres seront parfaites dès le départ et certaines nécessiteront des modifications. C'est-à-dire que nous aurons déjà un grand appareil en vol et dans un délai très court,
nous pourrons créer ces 3 versions suivantes, une version passager pilotée, une version cargo sans pilote et une version de surveillance sans pilote. Autrement dit, le laboratoire volant est vraiment une étape incontournable qu'il faudra franchir. Et lieutenant, break time égale 0.5S GT, personne, même pour une voiture, ne la fabrique pas d'un coup en disant « elle est prête, monte et roule ». De toute façon, au début, la base est testée séparément, même sans la carrosserie, elle est fabriquée. Par exemple, en ce moment, notre châssis est assemblé séparément, certains systèmes sont faits. Iron Bird désigne quand le système de commande et les actionneurs sont étalés. En gros, comme sur un banc d'essai, tout ce qui doit se trouver dans le dirigeable, les ordinateurs de bord, les ventilateurs, certains actionneurs, les contrôleurs, les fusibles, toute l'électronique de puissance. Tout cela n'est pas dans le dirigeable, mais simplement posé sur une table, pour ainsi dire, et tout cela fonctionne. C'est-à-dire qu'on commence par les entrailles, puis on peut installer ces entrailles sur une maquette, ensuite on peut faire voler cette maquette, ce sera une maquette volante. Et à chaque étape, il y a des ajustements, certaines choses sont validées et tout va bien, on n'y touche plus, on ne s'en mêle pas, tout fonctionne. Et ce n'est qu'ensuite que la version finale est installée dans le produit opérationnel. Le laboratoire volant, ce n'est qu'une des étapes de la création d'un véritable dirigeable fonctionnel. Est-ce que je comprends bien que ce sera une sorte de kit de construction où l'on pourra d'abord tester la version pilotée ou plutôt la version passager? Ensuite, la nacelle cargo pourra être détachée ou bien comment ces étapes vont-elles se dérouler? Non, en fait, dès le départ, elle sera conçue comme un laboratoire volant. Elle subira plusieurs itérations de tests, elle passera un premier cycle d'essai, puis nous modifierons certaines choses, un deuxième, puis un troisième, et elle restera ainsi. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas utilisée comme produit opérationnel, mais elle pourra continuer à voler et à nous fournir des données. En gros, nous pourrons continuer à expérimenter dessus. Mais sortir du cadre des plans prévus, en gros, changer quelque chose de façon radicale dessus. Ensuite, elle partira au musée et nous fabriquerons déjà 3 versions plus ou moins opérationnelles. En tenant compte de tout ce qui aura été mis au point dans le laboratoire. Bien sûr. D'accord, on continue. Oui. Alors, en quelle année construirez-vous le modèle de Deaton? Modèle Deaton Nova 35. Oui, le grand modèle rigide. Nous avions annoncé 5 ans à partir du lancement du projet. Pour l'instant, rien n'a changé dans le planning, c'est toujours le même. On suit le plan établi. Y a-t-il des nouvelles concernant l'aérodrome? Tout a été étudié pour l'aérodrome. Il y a beaucoup de questions administratives, de gestion, d'autorisation, etc. Il a fallu aussi faire connaissance avec l'administration du district où il se trouve, avec tous ceux avec qui il faudra partager le ciel. Et rendre des comptes à chaque décollage et atterrissage. Tout ce travail a été effectué. Nous avons obtenu le feu vert, tout est validé, tout est super, on est totalement prêt pour la transaction. On n'a pas encore finalisé la transaction, en fait on devait le faire aujourd'hui. Il y a actuellement quelques petits contretemps du côté du vendeur, il est en train de les régler pour que tout soit parfaitement sécurisé pour nous. Et lieutenant, break time égale 0.5S GT, cela va se faire. Parfait. Bon, il semble que ce soit tout pour les nouvelles, ou plutôt pour les questions, elles sont terminées. Les amis, s'il vous reste des questions, attendons encore 2 minutes. Si vous êtes prêts à écrire, allez-y. Sinon, alors. Nous allons maintenant conclure. Cette fois, il est vrai que nous avons mené le webinaire de façon assez rapide, en avançant efficacement à travers les différents points abordés. Nous espérons que ce rythme vous a permis de bien suivre et de profiter pleinement des informations partagées aujourd'hui. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, les amis. Alors, terminons ici. Y a-t-il autre chose? Ça suffit,
disent-ils. Les amis, écrivez-nous vos commentaires, s'il vous plaît, à propos des webinaires en général. Est-ce qu'ils vous mentent ou pas? Faut-il qu'on les organise plus souvent? Vous pouvez aussi proposer des sujets pour les prochains webinaires. Si vous suivez vraiment et attendez quelque chose, vous pouvez poser vos questions à l'avance. Faisons ça de façon plus vivante, plus interactive. On y consacre du temps, donc si ça vous intéresse, mettez un like. Si vous apprenez quelque chose d'utile ou si vous voulez en savoir plus, écrivez-nous, échangez avec nous. Le retour est très important, c'est essentiel de savoir que vous regardez. Et on ne fait pas ça pour rien. Oui, rien n'est vain. Oui, on voit que vous regardez et que ça vous intéresse. On aimerait plus d'activité. Avant chaque webinaire, on stresse un peu et on se demande. Comment ça va se passer? Oui. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci de suivre le projet et de nous soutenir. On va essayer de revenir jeudi prochain. On espère que notre contenu sera de plus en plus intéressant et régulier. Solar Group fait tout son possible pour que cela arrive. D'ailleurs, questions sur investissement, partenaires, pays, vous pouvez les poser lors de nos webinaires. J'anime les webinaires le mardi. Je noterai vos questions et y répondrai lors du webinaire la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui sont venus. Au revoir à tous. À très bientôt à tous. Il était une fois un rêve. Rêve du ciel, du vol sans entrave, des voyages à travers le monde. Et nous l'avons réalisé. Mais à quel prix? Nos rêves sont devenus nos objectifs. Nos intentions sont devenues nos projets. Nos idées ont été transformées en feuilles de route et en technologie de production. Notre trajectoire a été tracée pour les années à venir. Conception et construction. Composants et matériaux. Prototypes et essais. Pas à pas, nous allons du rêve au résultat. Nous vous invitons à suivre ce chemin avec nous. Solar Group présente le projet des dirigeables de nouvelle génération. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faisons-le ensemble.